aujourd'hui à Montebello pour y découvrir sa richesse patrimoniale et historique. On va explorer les rues en scooter électrique pour y dénicher ses petits trésors cachés. Par la suite, on s'en va déguster une bonne bière de microbrasserie. Mais avant tout, on s'en va découvrir l'attrait mondial qui est le Fairmont Château Montebello. Le Fairmont Château Montebello, c'est la plus grande cabane en bois du monde et en plus, c'est un centre de villégiature. On va aller découvrir ça ensemble. Dès les premiers pas dans le château, le lobby est immense. On peut regarder en hauteur, c'est super beau, c'est super champêtre avec le foyer au milieu. C'est vraiment comme une ambiance de chalet, mais luxueux. On est présentement avec Geneviève Dumas, la directrice générale du Fairmont Château Montebello. En fait, je vous remercie beaucoup de nous accueillir chez vous. Bienvenue chez nous. Ça fait plaisir. Et en plus, on est en compagnie de Bello. Bello, qui est notre ambassadeur canin. Donc, son travail, lui, c'est de dire bonjour aux gens quand ils arrivent à l'hôtel, aller voir les enfants, se faire flatter. Bello, look over there, say hi. Il est super gentil. C'est un chien qui a été entraîné comme chien guide pour aveugles, mais malheureusement, qui n'a pas passé de test parce qu'il était trop timide. Donc, on est heureux de l'avoir en deuxième carrière chez nous. Qui est une chance pour vous. Ah oui, absolument. Et justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'histoire du château? Bien, c'est drôle et pas drôle parce que le château a été construit en 3 mois en 1930, donc 90 ans, et a ouvert le 1er juillet. Et cette année, à cause de la COVID, on a fermé 3 mois et on a réouvert le 1er juillet. Wow! Pour le jour de nos 90 ans. Donc, c'est juste un drôle de moment dans l'histoire. Donc, construit il y a 90 ans, en 3 mois, par 4000 hommes, avec 10 000 logs de cèdre rouge qui venaient de la Colombie-Britannique. Okay. Ça a vraiment été un exploit. Et le foyer qui a 6 faces dans le lobby, qui fait 125 pieds de haut, 82 tonnes. C'est vraiment une belle pièce, là. Il n'y a pas meilleur endroit pour prendre un verre relaxé devant ce beau feu de foyer dans l'hiver. C'est vraiment fantastique. Super. Et en fait, vous avez dit 10 000 logs, mais pourquoi ils ont choisi cet emplacement-là? Est-ce que justement c'était pour mieux transporter en fait les logs ou en fait qu'est-ce qui fait qu'ils ont choisi Montebello pour construire ce centre? Le château Montebello a été construit sur les terres de Louis-Joseph Papineau, qui était seigneur à l'époque, dont son manoir se situe également sur nos terres. Donc, ils ont racheté ça de Louis-Joseph et ils ont construit le château comme club privé. C'était le Seigneurie Club où les riches et célèbres avaient des parts et venaient dans ce club privé-là. Ça a commencé au manoir, mais ça s'est agrandi en faisant le château pour que chacun aille son lieu pour passer un séjour ici. Et c'est en 1970 que ça a été réouvert au public quand Canadien Pacifique en a fait l'acquisition. OK. Il y a eu plusieurs grands moments ici. En 81, on a eu le G7, Pierre-Éliott Trudeau, Ronald Reagan. C'est vraiment un lieu de prédilection pour les gens riches et célèbres et pour les politiciens, les gens qui avaient un peu d'argent à dépenser pour venir se payer ce privilège d'être au Château Montebello. Et en fait, l'architecture qui est très, très spéciale, pourquoi ils ont choisi de construire ça avec des logs? En fait, c'est la plus grande cabine de bois au monde. C'est toujours la plus grande structure de bois rond au monde. Et ils ont fait venir un architecte de Norvège dans ces coins-là. C'était Victor Nymark, qui était spécialisé dans cette structure-là. Et il a travaillé avec le MIT de Boston pour venir construire cette pièce d'architecture vraiment splendide. C'est toujours aussi solide aujourd'hui. C'est la même structure qu'en 1930. C'est sûr qu'on doit remplacer des logs à l'extérieur parce qu'ils pourrissent, mais ça se fait avec les plus grandes règles de l'art selon les techniques norvégiennes du temps. Et c'est les seules choses qui ont été touchées. Tout le reste est vraiment intact depuis sa construction. Super. Et est-ce que vous voulez nous parler un petit peu plus des services que vous offrez? Le Château Montebello a été reconnu depuis toujours pour son service de nourriture et boissons. Et c'est sûr que malheureusement, on n'offre pas le brunch du dimanche, notre fameux brunch où les gens viennent d'un peu partout, parce que c'est sûr qu'on maintient les règles de COVID, distanciation et buffet. Ça ne prête pas très bien à ça, mais on va essayer de le réouvrir bientôt à petite échelle. Mais sinon, on a un magnifique spa
qu'on peut visiter, que ce soit autant pour les clients de l'hôtel que les clients de l'extérieur. On a une belle marina qui peut accueillir 99 bateaux. Cet été, ça a été membre seulement, mais dès l'année prochaine, on va vous accueillir avec plaisir. Et ensuite, les restaurants qui sont quand même ouverts. On a notre fameux barbecue qu'on tient encore jusqu'à la fin septembre, les week-ends, mais sinon, ça va revenir l'été prochain. On a une magnifique piscine qui est de grandeur olympique, la plus grande piscine de bâtiment intérieur en Amérique du Nord. Piscine intérieure, si je peux dire. Et on a une magnifique piscine extérieure aussi, qui va bientôt fermer, mais dont les gens en ont profité pleinement cet été. Sans oublier notre golf Stanley Thompson, qui est reconnu, qui a été ouvert en 1931. Vraiment magnifique parcours. Et on ne peut pas omettre le fait que c'est un centre de villégiature. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler plus des chambres? Les chambres, le château est composé de 210 chambres maintenant, parce qu'on vient de terminer l'an dernier les rénovations de la moitié des chambres. Et on a converti 2 chambres en une suite présidentielle, si on peut dire. Donc, la moitié des chambres sont rénovées, toutes en bois rond, évidemment. Il y a la partie de bois rond qui est restée. Donc, dans la nouvelle partie, on l'a mis un peu au goût du jour avec du matériel un peu plus luxueux, des couleurs un peu plus dans les bleus, plus clairs. Et la partie qui va être rénovée bientôt, on l'espère, plus dans les tons champêtres, d'orangé, de rouge, mais quand même c'est comme si c'était un grand chalet, si on veut, avec des petites chambres qui se portent très bien à ça. Et on espère également rénover le lobby sous peu. Donc, on peut vraiment dire que les gens qui viennent ici, autant pour un hébergement que pour des activités, il y en a pour tous les goûts. Vraiment pour tous les goûts. Puis là, on passe à côté de toutes les activités parallèles, que ce soit le tennis, le canot-kayak, le paddleboard et le mini-golf. On a vraiment de tout pour tous les goûts pour notre clientèle. Bien, c'est super, on va aller visiter ça. Bien, avec plaisir. C'est un endroit qui est pour tous. Il y a autant des activités pour les enfants que des activités que tu peux faire en famille. C'est autant pour les sportifs, pour les gens qui veulent venir se reposer. On se sent vraiment dans un endroit où on a envie de se reposer, de prendre du temps pour soi. C'est un endroit pour tout faire, en fait. Dans les chambres, on se sent vraiment bien. Malgré les rénovations, ils ont vraiment conservé tous les matériaux de matières premières. Ils ont vraiment conservé le bois. C'est un endroit super chaleureux avec des couleurs super apaisantes. C'est vraiment un endroit qu'on peut venir pour se ressourcer, un endroit qu'on vient pour penser à soi. La salle à manger, elle est tellement belle, c'est toute vitrée, c'est super illuminé. On peut vraiment en profiter pour simplement admirer le décor autour de soi. Après plus de 90 ans, on peut voir que le bois au château Montebello est encore l'emblème. Tout est misé sur le bois, il conserve malgré les rénovations et en fait, c'est tout simplement magnifique. Sur la municipalité de Montebello, on s'en va maintenant à la recherche d'indices en scooter électrique. Bien, bonjour Daniel, merci de nous recevoir chez vous. Bien, merci de nous avoir choisi comme activité aujourd'hui. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus en fait sur Scootrek? Oui, bien, tu vois, Scootrek, c'est un jeu d'exploration qu'on effectue avec ces fantastiques véhicules électriques. Le jeu se joue accompagné d'un iPad ou d'une tablette.
La tablette joue le rôle de guide. Donc, nous ne sommes pas obligés d'aller avec les gens pour aller faire l'activité, que ce soit des couples, des familles, des amis ensemble. Ceux-ci peuvent être accompagnés d'une tablette qu'on installe ici, sur le scooter. Puis, on a 19 points à découvrir dans Montebello. Donc, on fait un retour dans l'histoire, dans le temps de Louis-Joseph Papineau, dans le temps du château Montebello, de sa construction, ainsi de suite. Il y a aussi différentes constructions dans le village ici de Montebello. C'est 19 points chauds. Donc, quand tu arrives, par exemple, à ton premier point, tu as un jeu questionnaire, un jeu quiz avec des choix de réponses qui sont liés un peu avec ton environnement. Puis, les gens vont s'amuser à essayer de trouver les bonnes réponses. Puis, tu gagnes des points. Donc, tu gagnes, par exemple, 100 points, c'est une bonne réponse. Mais si tu ne l'as pas, bien, tu as un drôle de bruit qui fait comme quoi tu n'as pas eu ta bonne réponse. Pour avertir les autres autour que tu ne l'as pas eu. Oui, tu n'as pas eu ta réponse. Là. Donc, tu as une deuxième chance à 75 points, puis une troisième chance avec 50 points, tu vois. Puis par la suite, bien, tu vas avoir un petit fait historique par rapport à l'endroit où tu es arrêté. Il y a de quoi qui s'est passé en environ là, où tu es. Là. Tu sais, donc, par rapport à des humains, ce soit des bâtiments, l'emplacement exact là, où tu es. Là. Il y a quoi qui s'est passé. Donc, une fois que tu as lu ton histoire, puis tu as fait la lecture avec tes gens avec toi, bien, tu repars pour ton deuxième point. Tu as une autre destination qu'on t'amène, deuxième point. Comme ça, 19 fois dans Montebello. Ça t'amène jusqu'au Mont Westcott, ici, là-haut. C'est vraiment beau. Ouais. Et en fait, ça vient d'où cette idée-là de faire justement une chasse au trésor avec des scooters? Bien, tu vois, celui qui avait conçu ce genre d'activité-là s'appelle Rémi Tremblay. D'accord? Lui, il l'avait fait avec des quads électriques, ici dans le même territoire. Puis, c'était un beau concept, ça avait eu du succès, ainsi de suite. Puis, justement, au fil des années, bien, les véhicules ont changé. Nous, on s'est impliqués, on était avec lui et tout. Puis là, bien, on est rendu avec ces véhicules-là qui sont extraordinaires, que les gens aiment toujours. C'est du nouveau, c'est du rafraîchissement. Puis celui-là, ça fait au-dessus de 3 ans là, que nous les avons. Là. Donc, mais les gens aiment beaucoup, beaucoup faire l'activité avec ceux-ci. Donc, ça fait quand même 8 ans que ça existe, mais celui qui l'a conçu s'appelle M. Rémi Tremblay. Puis est-ce que vous pouvez nous en dire plus, en fait, sur ces scooters-là? C'est des scooters électriques? Oui, c'est ça. C'est électrique complètement. Donc, quand tu tournes ta clé, tu n'entends rien du tout. Il n'y a pas de vroom, 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 rien du tout. Donc, ça fonctionne un peu comme les autres. Donc, tu as des clignotants, tu as un klaxon, tu as un genre d'accélération ici que tu vas tourner. Tu as des freins, tu as des miroirs, exactement comme un scooter normal, mais c'est à électricité. Puis, il y a un concept assez intéressant. Tu as 2 roues à l'avant. OK? Donc, ça excuse encore un peu plus quand tu vas faire des courbes, des choses comme ça, si tu as du sable, des choses comme ça. Donc, c'est une autre sorte de conduite. C'est vraiment attrayant. Et donc, le trajet prend en total combien de temps? Bien, écoute, comme je te disais tantôt, les gens vont avoir une formation avant de débuter là, le trajet. On a toujours une petite formation, hein, Jean, pour leur montrer un peu comment est-ce que fonctionne la tablette, là, donner une idée, là, comment est-ce que ça fonctionne, comment ça se déroule. Puis par la suite, on s'en vient ici, puis on le montre comment fonctionne le scooter. On fait une pratique ici sur le terrain pour que les gens puissent bien manipuler le véhicule, puis ils partent pour une activité de 2 heures de temps. Okay. Ah, c'est vraiment quelque chose. Si, par exemple, les gens se perdent, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? On les laisse faire, on les oublie. Non. C'est sur la tablette, habituellement, on voit où ils sont rendus sur le territoire. Parfois, tu vois, ils sont supposés tourner à gauche, puis ils tournent vers la droite. On les laisse faire. Tu sais, on les laisse faire, ils ne se rendent pas à Montréal. Là. Donc, juste avant, là, écoute, on leur dit, écoutez, là, on apparaît devant l'écran, là, on leur dit, oh, vous êtes perdus, là, donc il faut vous revenir un petit peu. Là, on leur montre un peu la direction. Mais ça arrive, oui, ça arrive qu'ils se perdent. On les ramène. Donc, un moyen de communication directe avec les joueurs. Oui, avec l'iPad, oui. Ouais. Et donc, si je comprends bien, ça va sur la route, ça va pas sur la piste cyclable, c'est vraiment au milieu. Comment ça fonctionne? Oui, c'est un véhicule fait pour la route. Ça ne va pas pour les circuits de vélo, des choses comme ça. Parce que sur les circuits de vélo, c'est 32 km/h, je pense, les limites de ça. Puis celui-ci, c'est fait pour le chemin. Donc, c'est un véhicule qui a une licence à l'arrière, avec le ministère du Transport. Puis ça va assez vite. Donc, c'est fait pour être sur le chemin. Mais la façon que nous, on s'organise, on essaie de prendre des petites routes de côté. Donc, des petites routes de campagne tranquilles, 30 km/h, 35, 40. Puis c'est ça que les familles aiment. Les familles n'aiment pas faire de la vitesse. Aiment apprendre sur les choses qui s'est passées ici, sur l'histoire, les jeux quiz. Les enfants sont tous excités lorsqu'ils arrivent, puis ils ont gagné des points, puis qu'ils veulent savoir le point final, tout comment est-ce qu'ils ont gagné. Puis, donc, ils reviennent ici, ils sont vraiment tous excités, puis ils ont appris quelque chose, puis ils ont conduit aussi un véhicule d'exception là, ici. Là. En effet. Ouais. Et donc, ceux qui veulent venir faire l'activité, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Bien, tu vois, la seule chose, c'est d'aller sur notre site, scootertrack.com.
Donc, puis c'est à ce moment-là qu'ils font la réservation. Il faut absolument faire une réservation en ligne, puis la demande est assez forte, parce que c'est une chance à prendre quand tu arrives sur les lieux pour vouloir en louer un, bien c'est déjà tout parti en grande part, très très souvent. Donc, c'est bon de faire une réservation en ligne, puis par la suite, tu es sûr de ta réservation là, à ce moment-là. Quand tu arrives ici, nous, on a tout. Donc, on a la formation, on a le pad, tu sais, la tablette pour donner, comme étant le guide, tu vois. Mais il y a aussi les casques, on a tous les équipements. S'il y a des enfants à l'arrière, bien, il va y avoir un genre de petit attelage pour l'enfant, pour le tenir après le parent. Donc, ça sécurise beaucoup tout le monde. Donc, non, ils ont juste à prendre une réservation, ça va venir ici, on s'occupe de tout. Ça prend seulement un permis de conduire? Oui, tu as fait raison, il ne faut pas l'oublier. Oui, les jeunes de 14, jeune fille de 14, 15, 16, 17 ans, qui ont des permis de scooter, ils peuvent les conduire. Okay. Puis celui qui a un permis de conduire de voiture, bien en effet, ça peut être le conduire, oui. C'est parfait, mais je pense qu'on est prêt à aller essayer ça. Cool. Pas au-dessus de la limite, à 45 km/h. D'accord. Daniel est super accueillant, il est super gentil. Avant de nous laisser aller dans la ville avec nos scooters, il nous donne une formation très complète pour nous rassurer et pour en fait nous donner confiance sur le scooter, ce qui est vraiment le fun. En fait, on fait des petits tours de pratique sur le terrain avant de nous laisser aller. Et une fois que Daniel croit qu'on est assez bon pour nous laisser aller, on part à l'aventure dans la ville pour en apprendre plus et poursuivre la chasse au trésor. Mais c'est pas l'autre bord! Oui! Jusqu'à l'arrêt derrière le bâtiment. J'ai regardé l'iPad en plein conduite, donc ne pas mettre ce segment. On a une question quiz. Question quiz numéro 1 pour 100 points maximum. Quelle était la vocation initiale du bâtiment en bois rond à votre gauche? Ici. Ah, OK, c'est la maison générale, la station essence, la gare, la forgerie. On a du temps. Il reste 99 secondes. Équipe de la TVC. Ça ressemble à une gare, parce que c'est fait sur le long. Allons-y pour gare. Répondre. 100 points! Yeah! Vous avez trouvé la bonne réponse. Mais faut que t'accélères! Tournez à gauche sur la rue Henri Brossard puis continuez jusqu'au bout de l'arrêt. Ensuite, une fois arrivé au bout, placez-vous à l'extrémité droite de la rue afin de laisser passer les autos. C'est très sécuritaire. Donc, ce qui est vraiment le fun avec cette aventure-là, c'est que c'est pas juste de se promener en scooter dans la ville de Montebello, c'est d'en apprendre plus sur la ville et sur des faits historiques. Et ensuite, on a également du temps et des points. Donc, tout ça fait que c'est un jeu super le fun, super familial. Daniel a été super gentil, il nous a fait une visite guidée, on a vraiment été privilégiés pour ça. Il nous a amenés au-dessus de la montagne de Montebello pour nous donner une magnifique vue. Il nous a également amené voir ce magnifique point de vue qui est absolument incroyable. Donc Daniel, c'est vraiment une personne super gentille qui a vraiment à cœur son entreprise de scooter. Et sur notre route, sur la montagne, on a vu des magnifiques maisons. Il s'assurait vraiment de prendre le temps de nous expliquer les bâtiments. Si on croisait des bâtiments en association avec le Fairmont Château Montebello, activité qu'on allait faire juste avant le scooter, donc c'était super intéressant de faire le lien entre les deux. Somme toute, c'est une aventure tellement plaisante, tranquille. 45 km/h, c'est assez rapide, donc habillez-vous assez chaudement. Mais sinon, on peut juste s'amuser, y aller à notre rythme. Et d'en apprendre plus sur les faits historiques, ça nous donne juste des discussions à raconter à notre souper par la suite. Pour bien conclure cette
cette magnifique journée, nous allons nous asseoir autour d'une bonne bière, mais avant tout, on va aller découvrir comment fabriquer une bière avec Alain de chez les Brasseurs de Montebello. Merci Alain de nous recevoir. Plaisir. Je sers une bière? Oui, s'il te plaît. Excellent. Merci Alain de nous recevoir dans ta microbrasserie. Ça fait plaisir. Et qu'est-ce que tu nous as servi? Ben, en commençant, j'ai pas pris de chance, j'ai servi notre bière numéro 1, donc notre meilleur vendeur, qui est la Mountain Daisies. Je sais pas si vous connaissez le groupe de musique, mais c'est un groupe de musique de Pattonneville, un groupe country. Fait qu'on l'a fait en leur honneur, puis on voulait lancer ça, surtout au mois de mars, on voulait faire un gros lancement avec le groupe, la musique, tout ça, puis le COVID nous a empêchés de faire le lancement. Puis finalement, ça a tellement bien sorti cette bière-là qu'on est rendu à notre 3e brassin. Puis là, on va faire le lancement, mais c'est déjà le 3e brassin qui est écoulé. Donc, ça passe super vite. Fait que c'est vraiment populaire, mais c'est une bière vraiment douce. Hein, c'est une milkshake IPA. Fait qu'il y a du lactose à l'intérieur. Fait que c'est vraiment onctueux, un peu comme une boule de crème glacée. Là. Une petite vanille aussi, puis des bons houblons qui vont faire sortir un peu ananas et tout ça à l'intérieur de ça. Fait que c'est pas mal agréable. Oui? Est-ce que tu veux goûter avec moi? Absolument! C'est une très bonne bière d'apéro. C'est une bière légère. Très légère. On a 4,6 d'alcool, fait que l'alcool n'est pas trop fort, mais... Justement, comment fonctionne votre processus de création pour une bière? Vous inspirez des groupes de musique, oui, mais pour justement aller chercher des saveurs, qu'est-ce qui vous inspire? Souvent, moi, je suis président d'un groupe de dégustation des bières depuis 25 ans. On a fêté notre 25e anniversaire. Fait qu'on a essayé pas mal de bières. Donc, j'ai souvent des bonnes idées. Fait qu'on cette bière-là, mais je la modifierais un petit peu pour essayer d'aller chercher tel arôme ou saveur qu'on n'a pas encore travaillé aussi, évidemment. Là, j'en travaille une présentement dans ma tête, qui n'est pas encore, mais ça va être une petite touche de vanille aussi, mais il n'y aura pas de lactose à l'intérieur, donc beaucoup plus léger. Puis on va travailler avec le Château Montebello pour la faire, donc on travaille avec l'histoire, avec les peintures aussi du château. Fait que c'est un peu les mix. Des fois, j'ai l'idée avant de quelle histoire je vais faire, puis là, je vais faire la bière en conséquence. Des fois, j'ai la bière avant, puis je vais faire l'histoire en conséquence après ça. Là. En parlant d'histoire, c'est quoi qui vous a donné envie d'ouvrir votre brasserie à Montebello? Ben les biberons, entre autres, j'ai eu 25 ans, c'était rendu à moi, je trouvais que de faire ma propre bière aussi. Puis Montebello, on a regardé un peu dans toute la région, c'est sûr que c'était pour être dans la région, mais Montebello, moi je suis natif de Montebello aussi, fait que ça me tenait à cœur. Juste le nom Montebello, c'est le village qui est le plus connu aussi là, dans la région. Puis le nom, ben, c'est pareil, les brasseurs de Montebello, on voulait vraiment avoir un lien d'appartenance dans le village même. Là. Étant donné que Montebello, c'est une municipalité pleine d'histoires, est-ce que vous auriez une très bonne histoire sur une bière en particulier? Oui, parce que c'est ça. Toutes les bières ont leurs histoires, mais en fait, une des bières qui est controversée un petit peu, mais c'est le pendu de Montebello, elle s'appelle le pendu. C'est le dernier pendu, en fait, en place publique au Canada. Mais c'est un Montebellois, donc il a tué sa femme et un vieillard qui pensait qu'il était avec sa femme. Donc ça, l'histoire ne dit pas si c'est vrai ou pas vrai, mais il a fait ces 2 meurtres-là. Il a été trouvé coupable puis, par pendaison à la prison de Hull. Puis à ce moment-là, ben, il vendait des billets pour assister à la pendaison. Donc les plus riches pouvaient assister à cette pendaison-là. Le bourreau, puis là, tu peux pas inventer ces noms-là, mais c'est un bourreau Radcliffe qui s'appelait ce monsieur-là. Il s'est promené dans les bars de Hull le soir d'avant, puis il allait se vanter comme quoi qu'il était pour tuer, pendre un Canadien français, puis qu'il était fier de ça, puis qu'il espérait que ça soit pas le dernier qui pende. Fait que ça a l'air qu'il y a eu la soirée dure. Ça a l'air qu'il y a eu pas mal à partir avec les habitants de Hull. Fait que le matin, ça a l'air qu'il était pas mal magané, mais il était capable de faire sa job quand même. Il y a du monde de monter dans les poteaux à l'extérieur de la prison pour assister à ça aussi, ceux qui ne pouvaient pas rentrer. Puis après le décès, à ce moment-là, il coupait la corde en petits morceaux, puis il donnait ça en souvenir aux gens. Fait que c'est assez spécial de voir ça. Il faut savoir vraiment de où on vient si on veut savoir où on va aussi. Puis, il y en a qui disent que les jeunes d'aujourd'hui, où est-ce qu'ils s'en vont, tout ça. Mais c'est pas si pire. On a quand même évolué parce qu'on ne verrait pas ça aujourd'hui. Je pense que c'est pas si loin, mais on dirait que c'est un autre monde complètement. Mais maintenant qu'on en a appris plus sur la bière, j'aimerais ça aller voir comment qu'on fabrique la bière, comment qu'on brasse la bière en fait. Ah oui, hein? Fait que, puis est-ce que tu es prête à travailler aussi un peu? Je suis prête.
Ça, c'est bon, ça. C'est excellent. Donc, on va aller voir ça. Excellent, parfait. Ah. Et qu'est-ce qu'on retrouve comme ingrédient dans une bière? Bien, on arrive à la bonne place. En partant, c'est certain. Bien, le premier ingrédient, c'est l'eau. OK. Donc ça, c'est numéro 1, au moins 90 à 95 d'eau. Après ça, c'est les maltes, c'est avec les céréales, en fait. On utilise beaucoup d'orge. L'orge, c'est ça on va être capable de sortir beaucoup de sucre à l'intérieur. C'est les sucres qu'on va avoir au niveau du malt. Dès qu'on est arrivé à l'usine, Alain nous a expliqué les différentes matières qu'on pouvait avoir dans une bière, les différents ingrédients. Ensuite, on a pris ces ingrédients-là qui sont 25 kg. C'est une méchante grosse poche à mettre dans une grosse cuve. Je me suis sentie utile aujourd'hui. Ensuite, on allait du côté de la fermentation. Donc, on est allé vérifier si le CO2 dans leur grosse cuve était correct. On a vraiment fait de la chimie. En fait, faire de la bière, c'est de la chimie et Alain nous a très bien expliqué tout ça. On a regardé la température des différentes bières. On a regardé s'il y avait assez de CO2 dans les bières. On a également pris les températures et tout ça. Donc, c'est vraiment super intéressant de vraiment mettre la main à la pâte. Les brasseurs de Montebello ont vraiment une histoire derrière chaque bière. Et Alain a pris le temps de nous expliquer d'où vient l'origine de chaque bière, comment il réfléchit, comment il s'inspire pour sa bière. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Ah là, le plus glamour, je te dirais. Donc, il faut laver. Il faut laver les cuves. Donc, ça aussi, tu es prête à nous aider? On n'a pas le choix. Non, pas le choix parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. Steph, as-tu fini? Non, Alain, j'ai pas fini. Oublie pas, il y en a 2 encore à faire. Merci à tous ceux qui nous ont reçus aujourd'hui et on se revoit la semaine prochaine.